en manipulant le genou, on va pouvoir connaître les tensions ligamentaires et faire une planification péropératoire en choisissant la taille d'implant, le niveau de coupe et en réglant également la balance ligamentaire. Hop. Et donc, il existe également les mêmes systèmes pour la hanche. Donc ici, vous voyez des capteurs qui sont mis au niveau du fémur, des capteurs qui sont mis au niveau du bassin. Et avec le stylet, on va à chaque fois prendre des points sur les iliaques, enfin sur le bassin, au fond du cotyle. On va mobiliser la hanche, ce qui va nous permettre de repérer l'articulation, que le logiciel repère l'articulation, et ainsi de suite. On pourra varier un petit peu les longueurs, le positionnement de la cupule et d'autres paramètres également. L'épaule, c'est pareil. Alors l'épaule, c'est couplé à une imagerie préopératoire, c'est-à-dire on fait un scanner. Le logiciel va coupler le scanner à la position également du capteur qui sera ici sur l'omoplate. On va repérer avec les stylets aussi les reliefs de la glène et l'ordinateur va repérer finalement le positionnement de la glène, enfin de l'articulation, ce qui va permettre de bien positionner en fait la prothèse. Donc, la navigation, c'est un outil dynamique, c'est une planification qui est péropératoire. Ça gère aussi l'axe, la taille des implants, mais aussi la balance ligamentaire. Par contre, c'est une instrumentation qui est encombrante, avec une chirurgie un peu plus invasive, parce qu'il faut positionner les capteurs et ça augmente la durée de l'intervention. Alors, à ceci se couple actuellement la robotique et les bras robotisés. Donc les premières, c'était les prothèses de hanche en 90, c'était plus sur quelque chose de plus statique. En fait, c'était des robots qui se fiaient à une planification préopératoire. Il y avait eu pas mal d'échecs avec 18% de conversion sur une chirurgie classique et 11% de luxation sur les premières hanches réalisées en 90. Et cette technique, la robotisation s'est développée de manière considérable jusqu'à ce jour. Alors là, on a un premier type de chirurgie robotisée. Alors, ça passe toujours par la mise en place de capteurs au niveau du fémur, du tibia. On manipule le membre inférieur pour repérer les axes. On prend des points sur le fémur, sur le tibia, et on va positionner les guides de coupe selon l'ordinateur, selon ce que nous propose l'ordinateur et ce qu'on le souhaite également. En fait, on fait une planification péropératoire. Après, ici, il y a un petit système aussi de tenseurs ligamentaires avec des capteurs de pression qui permet également d'étudier la balance ligamentaire. On fait la planification péropératoire pour avoir un genou équilibré. Et après, on vient positionner un bras robotisé en fait, qui va nous guider pour couper le fémur et positionner le fémur. Ça va un peu vite, mais... Voilà. Là, une autre technique, c'est toujours la même technique avec des capteurs sur le fémur, sur le tibia. Et ici, ça va être, là, on prend donc les repères des surfaces articulaires. On va après planifier l'intervention en péropératoire selon la balance ligamentaire et on va réaliser les coupes. Alors, les coupes sont réalisées ici plus avec une fraise. Et avec la fraise, on va également faire les marques pour positionner les guides de coupe secondairement. Donc ici, par exemple, on fait les petits orifices pour positionner le guide de coupe en fonction de la planification péropératoire. Alors, ici, un autre système de robotique un peu plus poussé parce qu'il couple en fait une planification préopératoire et post-opératoire. Ça nécessite une imagerie en préopératoire, un scanner qui va modéliser le genou en 3 dimensions. Il y a une première planification qui va être faite. Et secondairement, lors de l'intervention, on va réaliser de la navigation avec un capteur au niveau du fémur, un capteur au niveau du tibia, et on va prendre des points comme pour la navigation. L'ordinateur, le robot, en fait, il va coupler l'imagerie préopératoire et cette navigation pour proposer
un modèle précis de cette articulation. Alors là, on est sur l'acquisition des points en navigation sur le tibia. Et voilà, et là, c'est la planification. Donc, on va choisir en fait les coupes qu'on souhaite et la tension ligamentaire en interne et en externe. Et après, en fait, le bras robotisé va nous guider dans un plan donné. On ne pourra pas sortir de ce plan. Et juste en appuyant sur la gâchette, en fait, et en poussant un petit peu la lame de scie, le robot, en fait, c'est un robot semi-autonome, hein, et on va réaliser la coupe tibiale dans un périmètre donné de sécurité. On ne pourra pas aller plus loin que la zone verte proposée. Alors là, c'est exactement la même chose, mais pour la hanche. Bon, il passe moins bien. En fait, là, c'est toujours pareil, hein, c'est un scanner fait du bassin. Il y a une modélisation en 3 dimensions qui est réalisée. On va prendre des points au niveau du fémur, au niveau ici de l'acétabulum, et on va positionner l'implant en fonction de ce que l'on souhaite. Et après, c'est le bras robotisé qui va être muni d'une fraise que l'on activera et qui va pousser dans la bonne direction et dans la bonne profondeur pour faire le bon fraisage. Et pour mettre le cotil, c'est pareil. On va avoir le bras qui va nous guider dans la direction pour bien positionner le cotil. Donc les bras robotisés, la robotique, ça gère comme la navigation, ça augmente la précision du positionnement des implants, ça gère la balance ligamentaire, les axes, les tailles des implants, etc. Par contre, ça augmente la durée de la chirurgie, donc c'est plus invasif aussi comme la navigation parce qu'il faut des capteurs. C'est une instrumentation volumineuse et un coût important. Le robot, il y en a pour 1 million, 1,5 million, et les consommables 500 ou 700 euros par patient, donc c'est des coûts importants. Alors, il y a des études qui sont en cours pour voir si ce coût, finalement, au final, ne serait pas diminué si on diminue la durée d'hospitalisation ou si on diminue le risque de reprise. Alors, je voulais parler juste de ça, c'est-à-dire que c'est tous des outils qui permettent finalement d'être précis, mais tout cela dépend également de la chirurgien. En fait, il faut de toute façon avoir une bonne planification et du chirurgien qui va en fait permettre de mettre toutes les cibles qui étaient précises mais excentrées à l'exact endroit où, dans le mille en fait, tout simplement. Voilà. Hop. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Je vais laisser la main à Eric Petrov qui va vous parler de la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la réalité mixte et l'intelligence artificielle. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est Eric, c'est bon. Et ça, c'est Louis. Non. Tu m'as mis. Ouais. Voilà, donc merci à Damien de nous avoir fait un bel overview là, de l'état de ce qu'on fait actuellement, l'état moderne de l'orthopédie. On va essayer de pousser un petit peu plus loin la description de ces nouvelles technologies. Voilà. Et on va essayer de faire ce qui existe, c'est-à-dire que qui s'impose à nous en radiologie, en technique. Et on va essayer de faire un petit peu le tri de cette transformation digitale qui s'impose et qui fera partie de notre environnement à coup sûr dans les mois ou les années qui viennent. Alors, est-ce que vraiment cette 3D Super Power nous fait le médecin augmenté ?
Il faut simplement, il y a beaucoup de choses et on va les voir rapidement, on va essayer de les survoler là autour de cette session. Il faut surtout vérifier que le pouvoir réel de cette technologie ne soit pas surestimé. Il faut éliminer le techno-folklore, c'est-à-dire des choses qui ne servent probablement pas à rien, qui peuvent être jolies, esthétiques, mais il faut vraiment essayer de cibler la bonne innovation. C'est pour ça que nous devons être capables de choisir et de serrer notre matériel. Il faut bien savoir que l'intégration des nouvelles techno 3D n'est pas sans risque et elle augmente la charge cognitive déjà lourde et stressante au bloc opératoire, et ce pour toute l'équipe et pour le chirurgien. Donc, ça, et on va tout de suite vérifier on va tout de suite donner des définitions à tous ces éléments de 3D super power, et on va définir ce que c'est que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la mixed reality, et enfin quelque chose qui attire tout le monde maintenant, qui est l'intelligence artificielle qui se développe de façon incroyable. On le verra d'ailleurs grâce aux Français et à l'arrivée du deep learning. On verra ça un petit peu plus tard. De ces techniques dépend effectivement les solutions avancées de guidage que sont la navigation, la robotique, et on le verra aussi après du guidage de mixed reality. Alors tout ça, ça a été cet espace de réalité et de virtualité a été défini par Milgram et Kishino en 1994 dans ce papier, où on définit vraiment ce que c'est que la réalité, les éléments de réalité augmentée dans l'espace réel, la réalité virtuelle et l'augmented virtuality. On va essayer de voir tout ça. Là, si je veux accéder à ça, voilà, ça c'est le bon là. Si on c'est mieux. Ça marche. Bon, bah là, ça revient. Là, on revient à la réalité pure. Là, on n'est plus dans la réalité virtuelle. Donc, la réalité augmentée, c'est la superposition d'éléments dans un monde réel, mais d'éléments virtuels. Vous avez ça sur vos iPhones. Vos enfants jouaient peut-être à Pokémon Go, les miens en tous les cas, oui. Louis vous en dira un mot tout à l'heure d'ailleurs. Était fan de ce jeu. Et bien sûr, là, les repérages dans la vie quotidienne sur la phone, où est le restaurant, où est l'hôtel. On va regarder. Ouais, la suite, j'ai du mal là aussi. Hein, David? Voilà. Là, on est toujours là. Et regardez, là, c'est
plus dans l'optique de ce qu'on utilise nous. Donc, c'est l'apparition de ces objets qui permettent d'expliquer aux patients, de montrer, d'aller sur l'iPhone et de montrer les images aux patients ou à l'environnement, avec même du participatif, le projeter sur son iPhone. Et puis même, hop, voilà, ici, je vais vous faire découvrir donc mon jardin, dans lequel on amène le scanner du patient. On est bien en réalité augmentée, on est presque en mixed reality parce qu'on peut aller interagir avec l'objet dans ces éléments-là. Là, c'est la planification d'un scanner et en 3D d'une prothèse d'épaule inversée, et on peut l'analyser en collectif, on peut s'approcher, ça permet de l'orienter, de tester les mobilités et donc ainsi d'améliorer en plus du positionnement les qualités mécaniques et donc les mobilités prévisibles. On va pouvoir avec ce système prévoir les mobilités, les améliorer, sortir des zones de conflit et donc probablement améliorer les choses. Tous ces éléments sont en cours de validation, ils ne sont pas encore sur le marché. On travaille, nous, avec des industriels pour y arriver et des groupes d'études, français d'ailleurs, pour imposer ces systèmes qui sont réellement un plus pour nous. Alors, les objets mixtes, ici, nécessitent l'utilisation de lunettes, dont les plus connues sont les HoloLens. Donc, dans la réalité mixte, cette fois-ci, c'est la famille de la réalité augmentée dans laquelle on peut interagir avec les objets virtuels. Là, vous avez à Bourges la statue de Louis XI et vous voyez qu'on peut la superposer très facilement et de façon dynamique avec tout ce que vous voulez. Et pareil, cette fois-ci, c'est… Tu vois ? Reviens en arrière. Voilà. Là, on va vous montrer là, une superposition sur un logiciel. Là, on est vraiment en réalité sur lequel on voit cette épaule bouger à Orléans, dans la ville de Jeanne d'Arc. Hop, voilà. Alors, cette réalité mixte, elle a aussi l'intérêt de pouvoir être… donc, vous voyez comment on utilise ces éléments, comment on interagit avec eux, soit sur la 3D, soit dans le planning, en amenant les éléments, les bougeant, soit dans l'espace, soit dans le positionnement, comme vous a montré tout à l'heure Damien, mais là, on est à l'étape d'après, où on les positionne en réalité virtuelle. Et donc, on va arriver à ce positionnement, avec ces positionnements nouveaux. Alors, il faut savoir que le guidage virtuel est ancien et ici, on le retrouve. C'était un des dadas de la NASA, puisque dans l'histoire, Buzz Aldrin avait fait sa thèse au MIT sur les rendez-vous spatiaux et donc le guidage du LEM sur le module lunaire. Scott avait fait, sur Apollo 14, avait fait une thèse aussi au MIT sur le guidage des véhicules interplanétaires avec faible propulsion. Alors, voilà un petit peu ce qu'on a de mieux là sur la réalité mixte, c'est-à-dire que cette fois-ci, on n'a plus de guide, il n'y a plus de PSI, il n'y a plus de matériel. On arrive à projeter des éléments sur lesquels on va s'aligner, où on va aligner l'instrumentation. L'instrumentation peut être aussi en réalité augmentée, les positionnements. Et vous voyez les éléments qu'on peut déplacer aussi au bloc, on peut déplacer les plannings, les implants. Tout ça nous permet d'être beaucoup plus précis, nous permet de limiter les voies d'abord, nous diminue le temps opératoire, diminue les boîtes de stérilisation. On y voit quasiment que des intérêts. Et c'est vrai que quand on n'a plus ces outils, on a du mal à s'en passer. Voilà ici, si ça veut bien fonctionner. Voilà, comment ça peut fonctionner. Vous avez les lunettes. Là, c'est un module pour apprendre au patient. On lui apprend, on met les lunettes et on peut lui expliquer avec un petit peu façon un petit peu plus habituelle de voir ça. C'est un peu la même chose que notre prothèse dans le jardin de tout à l'heure.
On ne revient pas sur la navigation décrite par Damien, où là, c'est la digitalisation de la localisation de la Glaine dans le référentiel d'une station de navigation. Il n'y a pas, à nouveau pas de guide de PSI, il y a une adaptabilité, pas de temps de fabrication. C'est sûrement un avantage. La robotique, on ne revient pas non plus.